Soto, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à la série d'entretiens du projet Imagine, une série qui brave les contraintes du confinement. Ça s'appelle De l'intérieur. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête et je trouve que c'est une idée formidable. Extra. Alors, Nicole Soto, vous avez une carrière brillante avec de nombreux domaines d'expertise. Alors, pour résumer, je dirais que vous êtes actuellement professeur titulaire de la chaire Union européenne au CNAM, le fameux Conservatoire national des arts et métiers, et vous êtes une spécialiste des questions liées à la sécurité européenne et aux relations euro-américaines. Est-ce que ça vous va comme description? C'est parfait. On peut ajouter aussi que je suis vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai une petite question qui justement cite Jacques Delors. Alors, puisque votre domaine de prédilection est lié à la sécurité, ma première question porte sur notre capacité à anticiper. En effet, il est tout de même troublant de s'apercevoir que dès 2008, le risque de pandémie était clairement identifié dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et il était clairement indiqué que cela pouvait compromettre la continuité de la vie nationale. Donc de 2008 à 2020, on a eu 12 ans pour se préparer, et pourtant, force est de constater que l'exécutif semble bel et bien pris au dépourvu. Alors, à votre avis, comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que dans la mondialisation, toutes les démocraties ont été obligées de repenser leur rapport à la sécurité. Et une des grandes évolutions, ça a été de considérer que la sécurité, en particulier en France, mais en Europe, n'était plus simplement une question militaire, comme ça a été pendant la guerre froide, et que c'était une question beaucoup plus globale qui impliquait aussi des risques non militaires, donc non intentionnels, comme les catastrophes naturelles, comme le risque climatique et les pandémies. Les pandémies faisaient partie de ce qu'on appelait les signes noirs, c'est-à-dire des événements dont la probabilité est très faible, il y a très peu de chances que ça arrive, mais que si elle se manifeste, alors les conséquences sont infiniment dangereuses. Et donc c'est ça le signe noir. Peu de chances que ça arrive, mais si ça arrive, c'est une catastrophe. Et moi, j'étais conseiller sur le livre blanc de 2008 et j'ai été ensuite membre de la commission du livre blanc de 2013. Et les deux fois, on avait fait donc de ce risque pandémique un des signes noirs, c'est-à-dire un phénomène pas forcément très probable, mais qui pouvait arriver et qui aurait remis en cause fortement la sécurité de nos citoyens et de nos démocraties. Donc tout ça a été parfaitement pensé, intégré dans la pensée stratégique occidentale et en particulier française. Alors, est-ce qu'on n'a rien fait? Non, ça c'est pas vrai. On a considéré que le risque était minimal. Et donc la France, grande puissance militaire, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a continué, malgré euh, cette conscience du risque pandémique, a continué à investir pratiquement 100% de son budget sur les affaires militaires, à la fois la dissuasion nucléaire et les forces d'intervention. Et on est beaucoup intervenu à l'extérieur pour essayer de calmer un peu, en particulier au Moyen-Orient. Mais l'armée a quand même investi un peu dans l'anticipation des crises sanitaires, mais comme ça n'était pas la priorité numéro un, et comme en fait elle n'arrivait pas, on a eu on a eu quelques angoisses, en particulier donc pour l'affaire du SRAS, le syndrome asiatique en 2003. On a eu ensuite, un peu plus tard, le MERS, qui était aussi une sorte de coronavirus moyen-oriental, mais qui a été jugulé très vite. On a eu ensuite Ebola en Afrique, et c'est l'Institut Pasteur qui a été dépêché par l'OMS, notamment pour enrayer l'épidémie. On a eu, il y a 2 ans, le virus Zika. Aussi. Ah, il y a eu Zika aussi. Zika en Afrique. Et là aussi, donc on a été, l'Institut Pasteur a été en première ligne, mais on n'a jamais eu de grande pandémie. Et donc l'anticipation, elle existait sur le plan théorique, mais elle n'a pas suivi sur le plan pratique. Sauf que, quand même, Madame Bachelot, quand elle était ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, donc en 2000, pour le virus H1N1, Oui. en Avec 2000, l'achat des vaccins, etc., voilà, qui avait. avait dépensé
on s'était moqué d'elle d'ailleurs. Elle avait fait exactement ce qu'on doit faire quand il y a une épidémie, c'est-à-dire une politique de précaution, et donc acheter des tonnes de vaccins et de masques. L'épidémie, Dieu merci, n'est pas arrivée, et donc tout le monde s'est moqué d'elle, mais elle a fait exactement ce qu'il fallait. Ensuite, les gouvernements successifs, celui de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron, ont utilisé le stock pour les besoins courants du personnel hospitalier en masques, en produits pour se désinfecter les mains. Donc, et ils n'ont pas reconstitué le stock. Ils ont utilisé le stock qu'il y avait pour les besoins des hôpitaux et n'ont pas reconstitué le stock. Mais on ne peut pas dire que c'est de la faute à un tel ou de la faute à un tel. C'est-à-dire l'occurrence, c'est ça le signe noir. La probabilité pour que ça arrive à l'échelle mondiale est infinitésimale. C'est aussi peu probable que de voir arriver pratiquement un extraterrestre. D'ailleurs, je fais une parenthèse, le risque de découvrir qu'il y a une civilisation extérieure, une intelligence extérieure à notre humanité, ce risque est aussi intégré dans la catégorie des signes noirs, parce que si jamais on découvrait ça un jour, on ne sait pas si ce serait une intelligence bienveillante ou malveillante. Mais personne ne croit que c'est vrai. Et c'est un peu pareil pour les pandémies. Le risque est tellement faible qu'en fait, on ne se prépare pas. Et quand il arrive, eh bien après, on court après la montre. Alors, c'est vrai aussi que à l'impréparation et à la confusion, c'est semble-t-il quand même ajouter un certain retard à l'allumage. Parce que, au vu de ce qui se passait en Chine, on aurait tout de même sans doute immédiatement dû commencer à réagir, puisqu'on sait très bien que les gens voyagent de partout. On a plutôt eu tendance à ironiser, hein, il faut bien le dire. Et là où ça paraît véritablement impardonnable, c'est lorsque nous sommes restés sourds aux appels des Italiens. Ainsi, nous avons envoyé des masques à la Chine quand elle était au creux de la vague et pas aux Italiens. Quel regard vous portez sur ces successions de couacs, là, pour le coup? Il y a des couacs, mais moi, je ne suis pas dans l'accusation. Quand un événement absolument inouï, c'est-à-dire qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, parce que les pestes et les épidémies qu'on avait autrefois ne touchaient que l'Europe, le monde ne communiquait pas. Donc, quand on est face à un événement comme celui d'aujourd'hui, qui touche l'ensemble de l'humanité, et qu'on n'a jamais connu, donc pour lequel on n'a pas d'antécédents, on n'a pas de mémoire, on n'a pas de bonne pratique, moi, j'évite d'accuser. Je reconnais, je suis complètement d'accord avec vous, il y a eu des couacs. Mais moi, je ne mets pas ces couacs sur le dos de la bêtise ou de l'irresponsabilité ou de la faiblesse de notre gouvernement. Je crois que il y a dans nos démocraties depuis très longtemps, et c'est presque structurellement maintenant devenu dans la conscience collective des individus, dans nos démocraties bourgeoises, installées, riches, etc., il y a un espèce de déni de penser la mort, de penser la catastrophe, qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on le voit, par exemple, moi qui suis plutôt spécialiste des questions militaires, aujourd'hui, dans les interventions militaires, l'essentiel des précautions sont faites pour éviter la mort de nos soldats. Donc c'est pourtant le métier d'aller partir en intervention extérieure. Pourquoi? Parce que le taux d'acceptabilité par les populations du nombre de morts est pratiquement à zéro. Et d'ailleurs, vous voyez, chaque fois qu'on a un soldat mort, on a une cérémonie nationale, alors que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le risque de mort faisait beaucoup plus partie de la vie quotidienne. Alors, cette évolution des gens vis-à-vis de la mort, elle est due à des phénomènes civilisationnels très profonds, avec les progrès de la médecine, etc. Mais en tout cas, ça joue énormément dans l'attitude de nos démocraties, et donc on n'arrive pas à penser la possibilité immédiate de la mort brutale. Et en tout cas, on fait tout pour l'éviter. Toutes nos sociétés sont organisées pour qu'on ne voit pas la mort. D'ailleurs, on ne parle pas de la mort, jamais. On dit à peine le défunt, on parle à peine du décès, on dit quelqu'un s'est envolé ou il est parti. Et donc, on a cette espèce d'évolution sociobiologique vis-à-vis de la mort qui fait que, y compris nos gouvernements, ont du mal à penser l'imminence d'une mort collective. On sait le penser si jamais, je ne sais quel pays décidait de nous envahir avec des chars, donc ça on le voit, on sait tout de suite. Mais le reste, cette mort brutale, impensable, donc je crois que ça explique beaucoup d'abord, l'ironie qu'on avait au début vis-à-vis des Chinois, et en même temps l'admiration, quand ils ont construit leur hôpital
En 3 jours, on était vraiment sidérés. Mais ça, c'était pas le gouvernement, c'était l'ensemble des Français. On trouvait ça incroyable. Et puis, cette ironie de les voir avec ces masques, ces trucs, on disait, ils sont complètement malades. Bon, donc ça, c'était pas le gouvernement, c'était l'ensemble de la société française qui n'arrive pas à penser la catastrophe létale, mortelle. Et puis après, effectivement, il y a eu le virus est arrivé en France, et là, si je puis dire presque, malheureusement, on a très bien réagi sur les premiers cas quand ils sont arrivés, je ne sais plus comment s'appelle la région, un peu au-dessus de l'île. D'abord à la Voilà, montagne, voilà, au Contamine Montjoie. exact. On a très bien réagi. Là, vraiment, l'ensemble du système de santé français a parfaitement réagi. On a trouvé le premier cas, on a trouvé qui ils avaient vu, on a isolé tout le monde et ça s'est arrêté là. Autrement dit, on aurait pu arrêter. Le problème, et donc on a eu extrêmement confiance, si je puis dire, dans notre capacité à être éliminés, et donc à ne pas voir que ce qui se passait en Italie était une vague qui allait nous submerger. Et la vague nous a submergés après avec l'affaire de Mulhouse, avec cette société de 2000 évangélistes à Mulhouse. Donc je dis ça, encore une fois, je pense moi aussi que le gouvernement a perdu du temps, qu'on n'a pas compris que ce qui se passait en Italie allait venir chez nous, mais on l'a compris, disons, après le 15 mars, quand on a vu que toutes les courbes de progression dans tous les pays étaient exactement les mêmes. Et donc voilà, donc ça, je suis pas trop critique. Là où je suis très critique, c'est sur effectivement, pardon, il y avait une autre question dans votre question, c'était le non, la non-solidarité avec l'Italie, je crois. Oui, mais parce que ça, c'est quand même une règle humaine. Euh, en période de paix, de stabilité, la solidarité est une valeur démocratique. En période de crise, de guerre, de sidération devant la mort, la solidarité n'est plus naturelle. Ce qui est naturel, c'est de protéger son camp, sa nation, etc. Et donc, encore une fois, la solidarité en période d'abondance, c'est parfait. Quand on a trop de masques, on les envoie. C'est ce qu'on a fait en janvier-février. La France a la plus grosse usine de production de masques. Et donc, on les a envoyés en Chine. On a eu une énorme solidarité avec la Chine. Et puis, du coup, on en avait besoin. On s'est rendu compte qu'on en avait besoin pour nous. Et donc, on n'allait pas envoyer le peu qui nous restait en Italie. Et donc, voilà, je crois que il y a eu énormément de circonstances comme ça. Mais là où vous avez raison, que malgré tout, il y a eu l'absence de masques et notamment l'absence de tests. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est critiquable. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête qui va être faite. Et donc, moi, c'est pas tant le retard global de la stratégie sanitaire, c'est sur cette absence de stock de masques. La ministre de la Santé de l'époque, Madame Buzyn, a fait une faute professionnelle. Quand elle est arrivée au pouvoir, elle n'a pas vérifié le niveau des stocks. Il y a 2 ans, il n'y avait pas d'épidémie. Le rôle d'un ministre de la Santé, je crois, c'est quand même de vérifier un certain nombre de choses. Et elle n'a pas vérifié, puisque encore en janvier, elle disait qu'on avait des stocks et on n'en avait pas. Donc là, il y a un vrai problème. Et depuis, on court après les masques. Donc là, je pense que ça y est, on en a acheté un milliard à la Chine et que les choses vont revenir dans l'ordre. Mais effectivement, on a perdu en matière de protection des populations et surtout en matière de protection du personnel soignant, on a perdu 15 jours. Alors, cette pandémie rend toujours plus lancinante la question de la véritable nature de l'Union européenne. Et cela au lendemain à peine du douloureux divorce, le fameux Brexit, qui nous a tenus en haleine pendant près de 4 ans. Car même s'il est vrai que le domaine de la santé ne fait pas partie des prérogatives de l'Union européenne, la santé, je le rappelle, relève de la souveraineté de chaque nation, le fait que Bruxelles n'ait pas rapidement essayé de prendre le lead pour suggérer des pistes de stratégie cohérentes et coordonnées à l'échelle de l'Europe, pour faire face ensemble à l'épidémie, tout cela ne peut que troubler. Quel est donc ce lien censé unir les 27 ? Difficile question. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. C'est vrai que la santé ne fait pas partie des compétences de la Commission européenne. C'est une compétence des États. Mais pourquoi? Il faut essayer de comprendre. Pourquoi les États ont voulu garder la santé de même qu'ils ont voulu garder la défense? Parce que la politique sanitaire comme la politique militaire implique au bout du bout
un risque de mort du citoyen. Si on fait la guerre ou si on soigne mal les citoyens, il y a un risque de mort. Et donc, dans nos démocraties, seuls les gouvernements élus ont la responsabilité de la vie et la mort de leurs citoyens. Donc, autrement dit, le fait que les États n'aient jamais voulu faire de la santé une politique communautaire, donc déléguer leur souveraineté à Bruxelles, c'est parfaitement, je dirais, constitutionnel. Parce qu'on ne peut pas déléguer à Bruxelles le droit de vie et de mort sur des citoyens qui n'élisent pas Bruxelles. Donc, ça, moi, je ne critique pas du tout et je ne crois même pas qu'à l'avenir, on pourra intégrer, faire de la santé une politique totalement communautaire. Mais entre le fait que Bruxelles s'en occupe et que les États s'en occupent seuls, il y a une marge qu'on n'a pas remplie. Et c'est cette marge qu'on pourrait remplir. Parce qu'effectivement, on peut laisser aux États la souveraineté nationale sur leur système de santé, la sécurité sociale, comment dire, la modernisation de leurs hôpitaux, mais il aurait fallu que Bruxelles soit un lien, ou comment dire, un échelon supplémentaire, et en particulier qu'on demande à la Commission en temps de paix, en temps de non-crise, donc depuis 30 ans, de constituer des stocks de masse, des stocks d'hôpitaux déployables, des hôpitaux de campagne, des stocks de tout le matériel médical dont on peut avoir besoin en cas d'urgence. Et c'est cela qui n'a jamais été fait, et c'est cela qu'à l'avenir, à mon sens, on devrait penser, c'est-à-dire entre la souveraineté nationale des États qui doit demeurer, parce que c'est eux qui sont responsables de la mort de leurs citoyens, et la technocratie bruxelloise qui ne fait rien en santé parce qu'on lui demande de rien faire, il faut y avoir, moi je suis pour la constitution de ce que j'appelle une banque sanitaire européenne, une BSE, un peu l'équivalent de la Banque centrale européenne, ou une banque indépendante avec un budget propre, dont le seul but, c'est pas de faire de la politique sanitaire, le seul but, c'est d'accumuler des stocks, des surplus. Parce que ce qu'on voit en crise majeure, c'est qu'en temps de crise, les États ne partagent pas. Ils gardent pour eux. Donc, il faut qu'il y ait l'échelon supplémentaire qui redistribue là où il y a besoin. Et c'est ça qu'on n'avait pas, et c'est ça qu'il faudra faire à la fin. Mais je reviens, ça c'était sur l'échelon européen. Maintenant, je reviens à votre question, quel est le lien qui fait le cœur du contrat européen? Normalement, ce lien, c'est la solidarité. Et c'est ce lien qui est cassé. Ce que montre la crise du coronavirus, c'est que ce lien ne fonctionne plus. Je ne dis pas qu'il est affaibli, je dis qu'il est mort. Il ne fonctionne pas. Et on le voit déjà depuis quelques années que ce lien, la solidarité politique entre les États membres de l'Union européenne s'est complètement affaibli. On l'a vu sur la question des réfugiés en 2015, où on a laissé toute seule la Grèce et l'Italie accueillir les vagues de réfugiés qui venaient par la mer, parce que comme les États continentaux, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovénie, tous ces ont fermé les frontières de la route des Balkans, il ne restait que la route de la Méditerranée, et c'est la Grèce et l'Italie qui étaient en première ligne, on les a laissés seuls. Donc déjà, solidarité. Un peu plus loin, en 2008, la crise économique, là aussi, alors, la Grèce, pendant quelques mois, l'Allemagne a hésité, et puis finalement, elle s'est rendue compte que les banques allemandes auraient beaucoup plus à souffrir d'une faillite de la Grèce que d'une aide à la Grèce. Donc, on a fait jouer la solidarité européenne, mais de façon très limitée, avec des politiques d'austérité énormes imposées aux citoyens grecs, espagnols, notamment italiens, portugais, irlandais. Donc, une solidarité, mais très conditionnelle, qui a vraiment paupérisé une partie des salariés de ce pays. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que la solidarité, elle n'existe plus. On a vu des choses absolument scandaleuses. Alors, d'une part, au début, l'Allemagne et la France ont fermé leurs frontières sans prévenir personne. L'Allemagne et la France ont réquisitionné leurs stocks de masques, etc. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, refusé de les envoyer à d'autres, et en particulier aux Italiens. On a vu la République tchèque essayer de voler des cargaisons de masques qui étaient destinés à l'Italie. Donc ça, pour moi, la République tchèque est un État voyou. C'est un État voyou qui devrait être exclu de l'Union européenne. Et on a vu autre chose qui n'est pas
lié à la solidarité, mais qui est proprement inacceptable. On a vu la Hongrie en profiter, M. Orbán a profité de la crise pour se faire voter les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de contrôle, on est dans une dictature européenne, et là, on devrait l'exclure également. Et donc, ce qui fait... C'est un sujet d'ailleurs qu'on va aborder un petit peu plus loin, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. La solidarité, c'est un principe qui est mort. Et donc, si on veut reconstruire quelque chose à l'avenir, il faudra reconstruire les termes de la solidarité avec un contrat nouveau et des sanctions si on ne l'applique pas. Moi, je suis pour que la solidarité, l'absence de solidarité, c'est-à-dire la trahison du contrat européen, soit sanctionnée par les traités européens. En l'absence de directives communes, c'est clair que chaque pays européen a agi face à cette épidémie, chacun comme il l'entend, et le caractère très disparate des mesures sanitaires que l'on trouve sur le territoire européen a amené donc tout naturellement le retour des contrôles aux frontières, forcément, puisque quand on voit que certains pays comme les Pays-Bas ou la Suède ont décidé de ne pas contraindre leur population en misant sur la fameuse stratégie de l'immunité collective, comment imaginer rouvrir nos pays au moment de la levée du confinement? Donc tout cela peut sérieusement faire douter de la pérennité possible de l'espace Schengen. Oui, mais il faut douter. Non seulement on peut douter de tout, mais ce qui est sain aujourd'hui, c'est de douter de tout. C'est presque un devoir, c'est presque une obligation de douter de tout, et en particulier de ce qui n'a pas marché. Si on parle de l'Europe aujourd'hui, de ce qui n'a pas marché dans l'Union européenne. Alors oui, Schengen au départ, qu'est-ce que c'est la suppression des frontières? Au départ, en 95, la suppression des frontières, c'est pas un acte d'amitié, d'ouverture, d'amour entre les pays européens. C'est juste une mesure technique d'accompagnement du marché unique. Comme il faut que les marchandises circulent dans le marché unique pour supprimer les écarts de concurrence, eh bien, pour que les marchandises circulent bien, on s'est dit il faut aussi que les capitaux circulent et que les travailleurs circulent. Et donc Schengen, c'est une mesure au départ de renforcement du marché unique. Ça n'avait strictement rien à voir avec les questions de sécurité, les questions sanitaires, les questions de terrorisme, pas du tout, du tout. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve donc avec un système Schengen qui abolit les frontières à l'intérieur et qui les fait contrôler à l'extérieur, qui est effectivement complètement décalé par rapport à la situation, et où, effectivement, comme vous l'avez dit, tout le monde a refait ses frontières intérieures, et la frontière extérieure de l'Union européenne reste faiblement contrôlée, puisque ce sont des pays difficiles qui sont en frontière extérieure. Par exemple, la Grèce a des milliers d'îles, c'est difficile de contrôler ces milliers d'îles, etc. Et donc, est-ce que Schengen va survivre à la crise? Eh bien, la question en fait que vous posez, c'est est-ce que le marché unique va survivre à la crise? Parce que si on considère que la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des travailleurs est nécessaire à la constitution du marché unique, alors il faut rétablir Schengen. Si on ne peut pas rétablir Schengen pour des raisons de protection sanitaire, parce qu'on ne pourra pas, même si on voulait le rétablir, on ne pourra pas le faire avant au moins un an. Au moins un an. Alors, il faudra se dire que le marché unique est à repenser. Voilà. Donc, pour en revenir aussi à ce que vous disiez sur les différences de stratégie nationale dans la lutte contre le virus, c'est vrai qu'il y a deux différences en Europe. Il y a une différence sur la prévention du virus et une différence sur le traitement du virus. Sur la prévention, c'est le débat masque, test ou pas masque ou test. Et on a vu que les Allemands testaient, je crois qu'ils en sont à 500 000 personnes par semaine. Nous, on est à 50 000 personnes par semaine. Donc là, il y a une différence. Et la deuxième différence, c'est sur le traitement. Il y a deux pays qui ont choisi ce qu'on appelle l'immunité collective, l'immunité grégaire, et tous les autres qui ont choisi le confinement. Alors, moi, je ne crois pas que la Suède et les Pays-Bas, qui sont les deux pays à avoir choisi l'immunité grégaire, vont continuer comme ça. Parce qu'ils sont exactement dans la même situation de déni vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de l'horreur dont je parlais en introduction, où on était nous en janvier. Je pense qu'ils y viendront au confinement. Parce que c'est la seule façon d'arrêter le virus. Et que si on veut que 60% de la population soit immunisée, on ne peut pas le faire sauvagement.
Il faut le faire effectivement de façon contrôlée, progressive, avec des mailles, des tests. Donc je pense qu'ils y viendront. Mais en tout cas, là où vous avez raison, le fait que tous les pays européens ne soient pas touchés de la même façon va poser un problème de la séquence européenne de la levée du confinement. Certains pays pourront le lever avant d'autres. De même en France, peut-être que certains départements pourront être déconfinés avant d'autres. Il y a des départements où il y a très très peu de cas, donc peut-être cela. Et donc on va avoir comme ça une séquence, si je puis dire, en domino. On commence par un domino, puis après tous les autres vont en suivre, mais le déconfinement, que ce soit en France ou en Europe, peut prendre des mois. C'est pas une décision d'un jour où le gouvernement va dire, allez hop, vous pouvez sortir. Non, ça va être quelque chose de très très étalé dans le temps, en fonction effectivement des tests qu'on aura pu faire, et puis de l'évolution de la maladie. Alors, chère Nicole, on voit bien que depuis que les 27 se réunissent par visioconférence, l'ambiance est plutôt glaciale. Il y a des désaccords, des divisions qui sont de plus en plus flagrants. Et je dirais même que la technocratie européenne se trouve bien en peine face à une crise qui, d'une certaine manière, est très passionnelle, parce que cette fois-ci, il s'agit de vies humaines. Et à ce sujet, eh bien, l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, a poussé un cri d'alerte il y a 3 jours à peine, en pointant du doigt le manque de solidarité entre les pays. C'est ce dont on parle depuis le début de cette conversation, hein. Mais selon lui, ça fait véritablement courir un risque mortel à l'Union européenne. Donc, Nicole Niesotto, est-ce que c'est le moment de vérité pour l'Union européenne? Est-ce que l'Europe joue sa survie en ce moment? Oui, absolument. Absolument. Il y a toujours les irréductibles optimistes qui pensent que ça ira mieux après la crise, on va réformer tout ça et on va recommencer comme avant avec 2, 3 réformes par-ci par-là. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je crois que l'Union européenne aujourd'hui, c'est vraiment à un tournant, c'est-à-dire on change ou on disparaît. Et quand je dis on change, ça veut dire qu'il faut que les États, après cette crise, que les États européens qui veulent continuer l'Europe recommencent à zéro, remettent tout sur le chantier. C'est-à-dire qu'on fasse la liste de toutes les défaillances de l'Union européenne, et pas seulement à propos de cette crise, parce que quand on regarde l'histoire récente de l'Union européenne, on s'aperçoit que, en tout cas depuis 2008, le nombre à la fois de défaillances, de, de, de bêtises, c'est-à-dire de décisions stupides, euh, de d'oubli de ce que sont les citoyens au profit uniquement des consommateurs. C'est-à-dire l'Europe ne sait pas ce que c'est qu'un citoyen, elle connaît le consommateur, alors elle chouchoute le consommateur sans s'inquiéter du tout de savoir ce que pense le consommateur en tant que citoyen. Il y a eu tellement d'erreurs, tellement comment dire, de lâcheté de la part, je vais donner quelques exemples, qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive à la goutte de trop. C'est la goutte de trop qui va faire déborder le vase. Mais je prends quelques exemples. Donc, en 2008, sur la crise économique, il a fallu vraiment l'intervention française. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, pour obliger l'Allemagne à accepter une politique comment dire, de sauvetage financier, en particulier de la Grèce, et c'était pas du tout acquis. L'Allemagne, pendant 2 mois, je crois que c'était entre mars et mai 2011, a vraiment pensé que sortir la Grèce de l'euro, ça pourrait être la solution, et puis finalement, elle a accepté de jouer le jeu, mais à des conditions terribles, c'est-à-dire une politique absolument dramatique. On a eu ensuite la crise des réfugiés en 2015, où on s'est aperçu que là, l'Allemagne, Madame Merkel a été historique, elle a joué un rôle d'ouverture de son pays absolument extraordinaire, mais elle a été immédiatement disputée, pour ne pas employer un mot plus vulgaire, par ses petits camarades du Conseil européen en lui disant mais vous êtes folle, vous allez encourager les mouvements d'extrême droite dans nos pays, ce qui n'est pas un argument stupide, hein, loin de là. Et donc la conséquence a été que cet accord indécent avec la Turquie, où on a payé 6 milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle garde les réfugiés chez elle, en donnant ainsi à la Turquie une espèce de corde pour nous pendre, puisqu'elle a l'objet du chantage entre ses mains. Donc, ça c'est une aberration totale. Et ensuite, on a eu toutes ces discussions pendant toutes ces périodes, après les grands attentats terroristes, sur la nécessité pour l'Europe d'avoir une défense européenne, ou sinon une défense, en tout cas, une plus grande autonomie stratégique, une propre vision du monde, que l'Europe, les Européens entre eux réfléchissent à la mondialisation et se dotent d'une politique
de sécurité autonome par rapport aux Américains. Personne n'en voulait à part la France. Quand Donald Trump a été élu et a commencé ses rodomontades absolument délirantes, non seulement ses rodomontades, mais en plus en agressant l'Europe, en rétablissant des taxes sur les importations d'acier européen, en menaçant les entreprises européennes de sanctions à coût de milliards de dollars si on continuait à respecter l'accord qu'on avait signé avec Téhéran en 2015. Donc, après ces agressions de Donald Trump contre ses alliés européens, la France a de nouveau essayé de faire pousser l'idée d'une souveraineté stratégique européenne. Personne n'a voulu en entendre. Les Européens sont trop contents de s'en remettre aux Américains, même si les Américains sont les plus fous de la planète. Donc on voit bien que l'Europe patine, n'est pas du tout en phase avec la réalité, continue de croire que l'Amérique va nous défendre quoi qu'il arrive, que la prospérité dépend de la rigueur budgétaire quoi qu'il arrive, et que le consommateur, une fois qu'il est content d'acheter ses concombres au même prix au Portugal et en Suède, eh bien, il ne se pose pas de questions sur l'avenir de l'Europe. C'est faux. On a tout faux. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette crise est d'une certaine façon bienvenue. C'est-à-dire, elle va permettre de toucher du doigt les lacunes, l'inadaptation de l'Europe aux réalités du monde. Mais je dirais, c'est presque naturel. La construction européenne, elle a été née, elle a été conçue dans le monde de l'après-guerre, dans les années 50. Donc, elle répond aux nécessités du monde des années 50. Et ces institutions, ces principes, son fonctionnement ont été conçus à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en 2020, et donc forcément, ces institutions, ces politiques ne correspondent plus au monde de 2020. Et donc, je crois qu'il faut se dire que l'Europe peut mourir dans sa formule années 50. Et que ce n'est pas un problème parce que cette formule ne nous permet pas de gérer les années 2020. Mais en revanche, il faudra donc repenser quel type d'Europe pourrait être adapté aujourd'hui aux nécessités qui sont celles de la crise de la mondialisation, de la crise stratégique, de la crise démocratique, le fait que les citoyens trouvent pas mal d'avoir des gouvernements militaires. Quand on voit certains sondages, les Européens disent après tout, c'est pas si mal des gouvernements militaires. Donc on voit bien qu'il faut repenser tout ça. Et donc le prix de Jacques Delors est juste. Si on continue comme ça, et si après, en ressortant de la crise, on reconstruit comme avant, on est sûr de mourir. Et donc reconstruire autrement, et pas forcément avec les mêmes. Ça, moi, c'est un point auquel je tiens beaucoup. Des pays qui ne respectent pas l'état de droit, comme la Pologne et la Hongrie notamment, n'ont rien à faire avec nous. Moi, je ne suis pas prête à mourir aujourd'hui pour la Hongrie d'aujourd'hui. Non. Des pays qui ne respectent pas les règles de base de la solidarité, comme la Hongrie qui vole les masses italiens, n'ont rien à faire avec nous. Ça, je crois qu'il faut, mettre à plat. Ce sont les autorités tchèques, hein, je crois, qui ont volé les masques. Absolument. C'est les Tchèques. Oui, c'est ce que vous avez dit là, c'est pour ça. Excusez-moi. Non, c'est la République tchèque. Excusez-moi, la République tchèque. Donc, je crois qu'il faut mettre tout à plat, pas seulement les institutions et les politiques, mais les membres, le membership. Et quand vous voyez, alors là, c'est la dernière, c'est surréaliste. Là, il y a une semaine ou deux, même pas, en plein confinement, la Commission a décidé qu'on pouvait ouvrir des négociations d'adhésion avec la Macédoine. C'est-à-dire, la Commission continue ses politiques technocratiques traditionnelles, indépendamment du monde réel. Donc, ils sont hors sol. Et donc, la Commission a ouvert les négociations sur le chapitre 1 des négociations d'adhésion. Et c'est surréaliste. Encore une fois, si on continue comme ça de faire une Europe complètement découplée de la vie réelle, il vaut mieux qu'elle s'arrête. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, Nicole, parce que je pense qu'après presque 80 ans d'intégration européenne, de toutes les façons, le constat, il est désolant. C'est désolant de voir que les égoïsmes des États perdurent. Et donc, quelque part, peut-être effectivement, il vaut mieux que tout soit à terre et qu'on essaye véritablement de construire un vrai projet européen humaniste, totalement en phase avec les défis de notre temps et avec lesquels on va pouvoir essayer de traverser les plus grands défis auxquels l'humanité, de toute façon, va être confrontée. Évidemment, avec aussi le défi climatique, le défi environnemental qui en fait partie. Alors sur le... Oui. Attendez, juste un point là-dessus. Moi, je ne souhaite pas la mort de l'Europe, mais ce que je dis simplement, c'est que cette Europe-là, qui a 80 ans, effectivement, est aujourd'hui obsolète.
le mot c'est obsolète par rapport aux réalités. À sa décharge, il faut quand même ajouter une chose. Tout ce qu'on a créé dans les années 50 et après, avec le marché unique, la FUMI, etc., avait un seul objectif, qui est la prospérité européenne. Le seul objectif, c'est la croissance, la prospérité, et ça a été un succès phénoménal, il ne faut pas oublier. Ça a été un succès phénoménal jusqu'à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire jusqu'aux années 90. Donc, cette Europe-là, conçue dans ce monde-là, a été un immense succès. Ce qu'il faut maintenant, c'est penser une autre Europe conçue dans ce monde-là et qui soit aussi un immense succès pour les défis dont vous parlez, mais aussi en matière de prospérité et de croissance. Autrement dit, encore une fois, ce n'est pas la construction européenne qu'il faut arrêter. Moi, je suis contre le retour des nations, uniquement des nations, ça non. Mais ce qu'il faut quand même, c'est être conscient que l'Europe d'aujourd'hui, si elle veut assurer la prospérité et la sécurité avec succès, comme a fait la première Europe entre 1950 et 1990, eh bien, cette Europe d'aujourd'hui, elle doit être repensée de fond en comble. Alors, sur le volet économique, les mesures prises semblent à la hauteur des enjeux, avec notamment la décision spectaculaire de Christine Lagarde, qui, avec la BCE, déploie un immense parapluie monétaire de 750 milliards d'euros pour en quelque sorte servir de filet de sécurité, de garantie aux dettes des États européens. On assiste aussi, et c'est tout de même saisissant, à la fin des tabous, la fin des dogmes budgétaires propres à l'Europe, comme le pacte de stabilité de croissance, l'encadrement des déficits publics, la fameuse barrière des 3% du PIB est tombée pour privilégier la souplesse, la flexibilité. Pourtant, Emmanuel Macron milite pour qu'on aille encore plus loin. Il milite pour une mutualisation des dettes européennes avec ce qu'on appelle les Corona Bonds. Quel regard portez-vous sur tous ces aspects, Nicole? Alors, pour dire la vérité, au départ de la crise, disons à la mi-mars, la Commission européenne et la Banque centrale européenne ont été absolument hors sol. Elles n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Notamment la présidente de la Banque centrale européenne, Madame Lagarde, a dit « Ah, mais c'est aux États de s'en occuper ». Le jour même où elle a dit ça, la bourse française a perdu 12%. Et l'ensemble des bourses européennes ont chuté entre 7 et 12%. L'Italie a chuté de 17%. Donc, premièrement, et deuxièmement, ensuite, la Commission, Madame Ursula von der Leyen, a décidé un plan d'aide de 35 milliards d'euros. Autant que ce que venait de décider le gouvernement italien tout seul. Donc, voilà, encore une fois, pour montrer, là je n'accuse pas les personnes en tant que telles, mais pour montrer à quel point la machine européenne est encore plus lente dans sa réaction que les États. Et tous les exemples que vous me citez sont justes, mais ce ne sont pas des exemples, à part les 750 milliards de Mme Lagarde, ce ne sont pas des initiatives européennes. C'est ça qui est intéressant et en même temps déplorable. C'est que les premières initiatives donc, sont minimales, parce qu'il faut faire attention, etc. Elles n'ont pas compris l'urgence et l'ampleur de la crise. Deuxièmement, ce sont donc les États qui sont montés au créneau, ce sont les États qui ont décidé on dépense sans compter, bien avant que la Commission déclare la mise entre parenthèses du pacte de stabilité. Ce sont les États qui ont dit on s'endette, on accumule des déficits, ça n'a aucune importance, on verra plus tard, avec raison, je trouve qu'ils ont eu raison de faire ça. Et quand la Commission a vu que tous les États faisaient exploser les 3% pour le déficit public et les 60% pour la dette extérieure, ben la Commission a couru après le vélo national et elle a dit, bon, ben alors je suspends le pacte de stabilité. Mais ce sont quand même les États qui ont été à l'initiative et pas la Commission. Et là encore, à mon sens, elle a failli. Elle aurait dû anticiper et dire, OK, pendant quelque temps, on oublie les règles de stabilité. Et puis après... Ce sont les fameuses phrases d'Emmanuel Macron quand il a répété « quoi qu'il en coûte », qu'il disait « l'État paiera ». Et effectivement, voilà. C'était très fort comme message. Voilà. Ensuite, donc, la Banque centrale, Madame Lagarde, a rétabli sa première erreur. Et donc, il y a ce plan extraordinaire, le chiffre extraordinaire qui a été avancé. Donc, ça, c'est très bien. Mais la dernière péripétie, c'était donc jeudi dernier,
25 mars, on a eu un conseil européen par vidéoconférence évidemment, où le président français, plus l'Italie, plus l'Espagne, plus la Belgique et encore deux autres, je crois, ont proposé ces Corona Bonds, c'est-à-dire, l'idée est toute simple, c'est la mutualisation des dettes des pays de la zone euro. Et là, on a vu des réflexes traditionnels des deux pays les plus, comment dire, obsédés par des politiques d'austérité, qui sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Et l'Allemagne et les Pays-Bas ont refusé la mutualisation des dettes, et même il y a eu cette déclaration du ministre des Finances des Pays-Bas qui est absolument scandaleuse, tellement scandaleuse qu'il a demandé, il a présenté des excuses après, il a dit, mais non, pas du tout d'ailleurs, je demande à ce que la Commission fasse une enquête pour savoir pourquoi ces pays du Sud n'arrivent pas à avoir les surplus budgétaires nécessaires pour gérer ce type de crise. C'est absolument scandaleux, sachant que c'est lui-même, Pays-Bas et Allemagne, qui ont imposé des politiques drastiques à l'Italie pour qu'elle se sorte de la crise. C'est évident que l'Italie n'a pas de surplus budgétaire, ça c'est sûr. Et donc là, sur l'affaire des Corona Bonds, on s'aperçoit de nouveau que les États, alors là, ce ne sont plus les institutions européennes, ce sont les États ne sont pas solidaires. Et en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas, qui sont les pays dont les performances économiques sont effectivement les meilleures. L'Allemagne n'a pratiquement pas de déficit public et pratiquement pas de dette publique, avec un excédent de son commerce extérieur absolument faramineux. Et donc ces deux pays refusent la mutualisation des dettes, c'est-à-dire refusent de payer en partie les dettes des autres. Alors, c'est effectivement politiquement scandaleux en termes de solidarité européenne. Ça n'est pas pour autant incompréhensible. Quand vous êtes le plus riche, l'oncle aîné, le plus riche d'une famille, et qu'on vous demande de prendre à votre charge, de garantir toutes les dettes de tous les petits cousins ruinés de par le monde, on peut comprendre les hésitations. Donc, moi, je comprends les hésitations et donc le refus de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils aient hésité uniquement entre le oui et le non. Parce qu'il y a plein de nuances, plein de façons d'être solidaire des dettes des autres sans prendre en charge complètement, sans remboursement, le poids de ces dettes. Et donc, on aurait pu, par exemple, dire on mutualise les dettes à concurrence de X milliards et non pas ad vitam aeternam. On mutualise les dettes pendant 6 mois, par exemple. Donc, on pouvait trouver de la... D'ailleurs, les Français et les autres leur ont proposé ce type de compromis. Et c'est un nom de principe. C'est un nom de principe de deux pays dont comment dire, le dogme économique est celui de la rigueur, de l'austérité, du refus de l'inflation. La conséquence de cela, c'est qu'ils mettent en danger gravement la zone euro. Gravement. Moi, je crois qu'un pays comme l'Italie aura du mal à accepter de rester dans l'Union européenne. Si M. Salvini ou n'importe qui d'autre gagne les élections après, les Italiens ont beaucoup de reproches à faire à l'Union européenne et aux États membres, pas seulement aux institutions, mais aux autres États membres. Nous n'avons jamais soutenu l'Italie dans ces épreuves. Et si l'Italie quitte l'Europe, ça veut dire qu'elle quitte la zone euro et on est vraiment là, pour le coup, dans la fin d'un monde. Donc, je trouve que cette absence de solidarité de la part de l'Allemagne et des Pays-Bas, que je comprends psychologiquement, parce que leurs électeurs se disent toujours on ne veut pas payer pour les autres, mais est une irresponsabilité politique majeure par rapport notamment aux évolutions en Italie. C'est aussi une non-compréhension du caractère d'interdépendance qui, de toute façon, est prégnant aujourd'hui. Mais ce que je me dis, c'est que finalement, c'est difficile pour les pays riches de vouloir être solidaires des pays plus pauvres quand on voit qu'à l'intérieur même de chaque pays, il y a des régionalismes qui répondent aux mêmes circonstances. L'Italie du Nord, l'Italie du Sud, c'est pareil pour l'Espagne. Enfin, on a eu pas mal de crises comme ça, de pays qui voulaient se séparer pour des mêmes raisons. Alors, ce que je vous propose, Nicole, c'est qu'on reste sur l'Europe, mais on ouvre encore plus le champ vers la communauté internationale. Et en fait, l'idée, c'est que pendant cette crise du coronavirus, qui occupe tous les esprits et tout l'espace médiatique, certains en profitent pour avancer leurs pions et s'octroyer des pouvoirs dignes d'autres siècles.
Ça a commencé avec le président Xi Jinping en Chine, hein, qui s'est récemment doté des pleins pouvoirs, surpassant ceux de Mao Tse-tung en son temps. Et plus récemment, le 10 mars dernier, c'est Vladimir Poutine qui a fait adopter à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, la possibilité de rester encore 16 années supplémentaires à la tête du pays, alors qu'il y a déjà 20 ans que Poutine est au pouvoir et qu'il est âgé aujourd'hui de 67 ans. On croit rêver. Et un autre exemple édifiant, vous y faisiez allusion un petit peu plus tôt dans notre récit, un autre exemple édifiant, donc celui de Viktor Orban, qui vient d'accentuer la concentration des pouvoirs entre ses mains, avec, pas plus tard qu'avant-hier, lundi 30 mars, le vote par le Parlement hongrois pour prolonger indéfiniment l'état d'urgence, qui est en vigueur depuis le 11 mars, et qui permet au président de gouverner par décret. Donc on n'est pas loin là du pouvoir absolu. Donc cette crise du coronavirus ne risque-t-elle pas, Nicole, d'encourager au sein de l'Union européenne ainsi qu'au sein de la communauté internationale des dérives de plus en plus autoritaires et finalement un peu ce qu'on appelle les fameuses démocratures, ce sinistre syncrétisme entre démocratie et dictature? Oui, malheureusement, même si ces tendances au renforcement des régimes autoritaires, les nouveaux autoritaires, comme on dit, euh, sont bien antérieures à l'apparition du coronavirus. Et depuis, alors la mondialisation a connu plusieurs phases. Il y a eu une première phase heureuse entre 85 et 2000 où on pensait que l'enrichissement de la planète allait propager la démocratie sur la planète. Rappelez-vous, c'était le fameux livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, parce qu'il n'y aura plus d'histoire, puisque tout le monde va devenir riche, donc tout le monde va devenir des démocraties. Donc, voilà. Donc ça, c'était une première phase d'illusion totale sur le fait que prospérité engendre démocratie. Et puis, il y a eu la deuxième phase, la mondialisation en crise, qui a commencé avec la crise de 2008. Et c'est dans cette phase-là, on est aujourd'hui dans la troisième phase, je crois, qui est la mondialisation catastrophe. C'est-à-dire quand une catastrophe se produit sur un état de la planète, elle se propage partout. Mais dans cette deuxième phase de la mondialisation en crise, on a vu ce phénomène un peu partout de montée en puissance des régimes totalitaires dans les pays qui n'étaient pas des démocraties, donc la Chine notamment et la Russie, mais dans nos démocraties, on a vu monter en puissance également des régimes autoritaires. Et donc, ces deux mouvements de renforcement des dictatures quand elles existaient et de déviation des anciennes démocraties vers des régimes plus autoritaires, en particulier en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donald Trump est un populiste américain, ça n'est pas un démocrate américain, c'est un populiste américain. On a vu donc ces deux mouvements parallèles augmenter dans le monde au moment où la mondialisation était en crise. Alors, il y a plein d'explications, mais la vraie question que cela pose, c'est est-ce que la mondialisation remet en cause la démocratie? Ça, c'est une vraie question et elle est renforcée aujourd'hui par le coronavirus, où on voit bien que la bonne réponse est celle des États, alors pas forcément des États autoritaires, mais des États, c'est-à-dire des gouvernements des pays dans lesquels les structures étatiques, comment dit-on, jacobines, concentrées, fonctionnent. Là où il y a un chef, un commandant en chef, et où le système, l'intendance suit, comme disait le général de Gaulle. Et donc, on voit bien que donc la mondialisation pose cette question sur l'avenir de la démocratie. Le coronavirus augmente cette question. Mais pourquoi la mondialisation pose cette question? Parce que dans la mondialisation, la valeur ajoutée est celle de la masse, de la force. Ce sont les grands qui gagnent, les grands espaces, les grands marchés, les grands pays. Et deuxième, ça c'est pour les pays normalement non démocratiques comme la Chine et la Russie. Et dans nos démocraties, on voit que la mondialisation crée des laissés pour compte, des perdants de la mondialisation, énormément de laissés pour compte, une paupérisation des classes moyennes absolument massive. Et ces gens-là ne se reconnaissent plus dans le contrat démocratique, parce que ce contrat démocratique, maintenant, les appauvrit. D'où la tendance, la séduction qu'observe vis-à-vis de ce public-là, aux États-Unis comme en Europe, les mouvements autoritaires, populistes, anti-européens, anti-mondialisation, pour la fermeture des frontières, pour le refus de la mondialisation, etc. etc. Et donc, ça,
c'est en cela que la mondialisation met en cause la démocratie, parce qu'elle crée tellement d'inégalités, elle accroît tellement les inégalités de revenus dans nos pays riches, qu'elle elle rompt le contrat de partage des richesses qui est celui de contrat de base des démocraties représentatives. Et donc, moi, je crois que oui, il y a une tentation du monde entier vers des régimes plus autoritaires, mais ce qui m'interroge le plus et qui m'inquiète le plus, c'est que cette tentation, elle est aujourd'hui très forte également dans nos démocraties, et que si on ne change pas les règles de la mondialisation, c'est-à-dire si on continue à faire que l'enrichissement de la planète ne profite qu'à quelques-uns, si on continue à faire en sorte que l'enrichissement mondial se fait d'une explosion des inégalités en Europe, à ce moment-là, on met en cause également le système démocratique. Et donc, je crois que le coronavirus met le doigt sur une crise de la démocratie qui est bien antérieure et qui oblige donc à changer après cette crise, non seulement les règles de la construction européenne, comme on en a parlé tout à l'heure, mais également peut-être les règles de la mondialisation. Moi, je ne suis pas du tout pour une économie communiste, je ne suis pas pour le fait qu'on planifie des économies au niveau mondial, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avoir un système économique mondial qui repose uniquement sur la liberté du marché. Le marché n'est pas parfait, c'est pas vrai que le marché corrige ses propres erreurs, donc il faut des contraintes politiques, des corrections politiques aux distorsions du marché, et donc si la mondialisation crée des inégalités, il faut des politiques nationales, européennes, mondiales peut-être, qui corrigent les inégalités. Si on ne fait que de la mondialisation sans politique de correction des inégalités, on va arriver à l'explosion des dictatures sur l'ensemble de la planète, y compris en Europe. Un autre grand sujet de préoccupation, c'est sans doute l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis dans le futur proche. Depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir, une guerre commerciale sans merci s'est engagée entre les deux superpuissances, mais avec l'entrée du Covid-19 sur l'échiquier politique, on peut dire que toutes les cartes sont rebattues. Au moment où nous nous parlons, chère Nicole, l'Amérique est devenue l'épicentre mondial de l'épidémie, avec sur New York une situation dramatique, un mort toutes les 3 minutes. Le coronavirus a d'ores et déjà fait plus de victimes à New York que le 11 septembre 2001, tout un symbole. Et cela ne fait que commencer puisque le pic de l'épidémie n'est attendu sur le sol américain que dans environ 2 semaines. Or, que voit-on du côté chinois? Des insinuations qui font froid dans le dos, à l'image de ce tweet du 12 mars dernier émanant d'un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, un certain Zhao Lijian, qui laisse entendre que l'armée américaine aurait introduit le virus à Wuhan. À votre avis, Nicole, est-ce qu'on peut craindre une escalade entre Pékin et Washington dans les semaines à venir? Et si oui, alors quelles pourraient en être les conséquences? Alors, il est vrai que les relations entre la Chine et les États-Unis n'ont pas arrêté de se tendre, de se durcir depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Il y a toute une stratégie américaine, qui est une stratégie consciente du président des États-Unis, qui considère que la mondialisation, qui au départ correspond quand même à la victoire du modèle de développement économique occidental, mais que la mondialisation, après avoir été une victoire de l'Occident, est maintenant un problème pour l'Occident. Et la philosophie de Trump, que moi je peux comprendre si j'étais américaine, je me poserais peut-être cette question, c'est de se dire la mondialisation aujourd'hui ne profite qu'à la Chine. En tout cas, profite plus à la Chine qu'aux États-Unis. Donc moi, Donald Trump, je veux casser la mondialisation. Donc je vais rétablir des frontières, des barrières protectionnistes aux échanges, en particulier pour rétablir l'équilibre commercial entre les États-Unis et ses partenaires, et je vais essayer d'affaiblir la Chine au maximum de mes possibilités. Et donc, ça, c'est la stratégie de Donald Trump. On peut penser que c'est idiot. Moi, je pense que c'est idiot, parce que la bonne stratégie aurait été de dire, puisque la mondialisation aujourd'hui profite plus à la Chine que aux États-Unis, il faut que les États-Unis soient encore plus performants pour retrouver leur avantage comparatif. Lui dit, aujourd'hui, il faut essayer d'affaiblir la Chine, punir la Chine, détruire la Chine, parce qu'elle profite plus que nous de la mondialisation. Et donc, avec ce, il a fait deux choses, donc le rétablissement du protectionnisme commercial
et le fait, par exemple, qu'il a refusé de reconnaître l'accord de libre-échange transpacifique qui avait été négocié par Obama. Et deuxième politique, celle-là pas économique, mais vraiment stratégique, qui était de tenter la réconciliation avec la Corée du Nord, qui est traditionnellement un allié de la Chine, et qui aurait dû, si ça avait marché, causer une vraie épine dans le pied stratégique des Chine. Et donc, ça, c'est la stratégie de Donald Trump, avec là-dessus un certain nombre, une grande rhétorique, pardon, reprise par l'OTAN et par tout le monde sur la menace chinoise, etc., etc. À côté de ça, donc la Chine, donc je ne suis pas spécialiste, hein, donc la Chine a poursuivi une politique de grande puissance qu'elle est devenue. La Chine est devenue, depuis 1985, la deuxième économie du monde, la première puissance, la deuxième puissance commerciale du monde, et un chiffre tout à fait faramineux qu'il faut retenir, la Chine c'est 20-20-20. C'est 20% du commerce mondial, 20% du PIB mondial et 20% de la population mondiale. L'Europe, c'est 6 et 20, c'est 6% de la population mondiale, 20% du commerce mondial. Et les États-Unis, c'est à peu près aussi 20% du commerce et même pas 3% de la population mondiale. Donc, on voit que la Chine est effectivement la grande puissance d'aujourd'hui, la grande puissance de demain. Et donc, les Chinois ont continué leur politique de grande puissance. Alors, ils ont effectivement multiplié par 10, je crois, leur budget militaire depuis 85, mais ils sont encore très, très, très loin du budget militaire américain. On considère que le budget militaire de la Chine, c'est à peu près de 150 milliards de dollars, de ce qu'on sait, parce que c'est pas très ouvert. Mais les Américains dépensent à eux seuls la moitié des dépenses militaires dans le monde, avec 600 milliards de dollars, peut-être 7, on ne sait pas non plus très bien. Et quand on a 1,3 milliard de gens, 250 milliards de dollars pour les dépenses, c'est pas non plus excessif. Donc, voilà. Donc, la Chine a continué sa politique de grande puissance et elle a continué sa politique de dictature communiste avec de plus en plus, au fur et à mesure où la Chine devenait puissante, les petites portes qui avaient été ouvertes en matière de liberté d'expression se sont fermées. Aujourd'hui, la Chine est une vraie dictature pour les citoyens chinois, en tout cas pour ceux qui ont la mauvaise idée de contester. Et la Chine a adopté cette stratégie du modèle chinois. C'est-à-dire, toute l'idée des Chinois, c'est d'installer dans le monde un modèle à la fois de développement et politique qui puisse faire concurrence au modèle américain occidental qui a dominé le monde depuis le début du XXe siècle. Et le modèle chinois, c'est quoi? C'est la route de la soie, c'est-à-dire des milliards et des milliards de dollars d'investissement pour aider les pays à se développer, hein, bien sûr en profitant, mais il y a quand même une politique de développement derrière, donc une politique d'investissement massif, et deuxièmement, un autoritarisme politique sans complexe. Et ça, c'est un modèle qui est très tentant pour beaucoup de pays du tiers-monde. Si on peut prouver qu'avec une dictature, on enrichit sa population et que la population est contente, c'est une vraie concurrence au modèle américain qui dit qu'avec la démocratie, on enrichit peut-être la population. Et donc, voilà, ça c'est. Donc, il y a une vraie rivalité depuis longtemps. Ce que fait le coronavirus, c'est qu'effectivement, il rabat les cartes. Comme vous dites, au début, alors, chacun s'accuse d'avoir créé le virus. Vous avez cité le ministre chinois, mais Donald Trump n'arrête pas d'appeler le coronavirus le virus chinois, comme si les Chinois l'avaient fabriqué exprès pour embêter le monde. D'ailleurs, dans les théories complotistes, on voit beaucoup de gens croire que ce virus a été fabriqué pour les uns par la Chine, pour les autres par la CIA, mais qu'il y a quelque chose d'intentionnel derrière. Ça, ce qui me paraît quand même une folie assez prononcée. Mais donc, ce que fait le virus chinois, c'est qu'il va attiser cette rivalité. Au départ, je pense que Donald Trump s'est dit le virus va aider les États-Unis à affaiblir la Chine. Et finalement, c'est aujourd'hui l'inverse qui se passe. Le virus va peut-être affaiblir les États-Unis et les Chinois vont peut-être en profiter. Aujourd'hui, vous avez une Chine qui apparaît comme le meilleur allié des Européens. Qui est-ce qui est de l'Italie? Qui est-ce qui est de la France? Ce sont les Chinois. Alors qu'à l'inverse, le premier réflexe de Donald Trump au début mars a été de dire « je ferme les frontières aux Européens
sauf aux Anglais au départ, mais je ferme les frontières aux Européens, sans nous prévenir, sans prévenir du tout. Il y a des gens qui sont restés coincés à New York. Et deuxièmement, il a essayé d'acheter, il n'y a pas d'autre mot, d'acheter, de faire une OPA sur les grands laboratoires de recherche pharmacologique allemands. Et il a fallu l'intervention de Mme Merkel pour dire, vous n'aurez pas nos laboratoires. Je refuse que vous les achetiez. Donc, Donald Trump n'est pas du tout, ne s'est pas conduit comme un allié des Européens sur le virus, alors que la Chine, oui. Alors la Chine nous arrose de masse, nous, bien sûr, nous les vend, mais et la Chine veut changer son image d'un pays coopératif, respectueux du multilatéralisme, alors que l'Amérique continue de dégrader son image d'un pays complètement fou, délirant, autoritaire, brouillon, etc. Où est-ce qu'on va? Tout le monde annonce une catastrophe sanitaire aux États-Unis. Sûr, personne ne la souhaite, mais tout le monde pense que la catastrophe va être énorme parce que les structures sanitaires aux États-Unis sont très, très en arrière par rapport à nos structures à nous. C'est pas que c'est un pays sous-développé, mais c'est vrai que il n'y a pas de système de santé, il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on connaît en Europe comme État-providence pour aider les gens n'ont pas d'assurance de sécurité sociale, et donc il faut payer très très cher son assurance médicale, beaucoup n'en ont pas. Et s'il y a effectivement, si le nombre de morts se compte en dizaines de milliers, voire centaines, on peut se poser la question, d'une part, de l'avenir de Donald Trump, ça c'est sûr qu'à mon avis, il ne sera pas réélu, si tant est que les élections puissent se tenir aux États-Unis en novembre, parce que s'il n'y a pas de débat, je ne vois pas comment ils peuvent tenir les élections, donc ils pourraient se maintenir un petit peu. Mais en tout cas, il y a un vrai risque pour son pouvoir, pour son gouvernement. Et deuxièmement, il y a un vrai risque aussi pour la démocratie américaine. Un pays ravagé, ruiné, avec peut-être 200 000 morts, on ne sait pas, personne ne sait ce que ça peut devenir. Et donc, la Chine pourrait, entre guillemets, en profiter, mais je ne crois pas non plus que ce soit dans l'intérêt de la Chine d'inviter le désordre des ordres. Ce que la Chine veut, ça n'est pas une guerre avec les États-Unis, même pas une guerre commerciale. La Chine veut que son modèle domine le monde et malheureusement, elle pourrait tirer profit de ce qui peut arriver aux États-Unis. Nicole Niessoto, nous venons de dresser ensemble un tableau géopolitique assez préoccupant, il faut bien le dire. Mais malgré cela, chère Nicole, pouvez-vous nous dire si vous identifiez des pistes d'espérance? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de sortir de cette crise par le haut? Alors, c'est difficile, hein, mais il y a quand même des choses très très positives que l'on peut remarquer sur cette planète. La première, c'est l'apparition, de façon vraiment impressionnante, de nouvelles solidarités citoyennes, je puis dire, dans nos pays. Et, alors, en France, parce que je suis confinée en France, mais on voit apparaître à la fois le pire et le meilleur. Alors, le pire, j'en parle pas, mais le meilleur, c'est-à-dire des solidarités, des formes de, de, de coopération entre voisins, entre individus, des formes de communication extrêmement nouvelles. Ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant pour revivifier un peu nos démocraties et surtout des formes. Moi, ce qui me fascine et ce que je trouve admirable, c'est la coopération mondiale des scientifiques. Là, je crois que s'il y a un peuple, entre guillemets, qui est totalement intégré, qui pense qu'à une seule chose, c'est l'avenir, le bien de l'humanité, ce sont les savants du monde entier. On voit des coopérations entre les médecins chinois, russes, américains. Ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant et encourageant, en tout cas pour cette catégorie d'humains qui montre l'exemple, qui montre vraiment l'exemple. Le deuxième élément que je trouve positif, s'il faut en trouver, c'est que, évidemment, comme le monde s'est arrêté, la planète respire mieux. Et donc tout le monde a remarqué que cette phase de confinement mondial fait baisser considérablement la pollution, les gaz à effet de serre, etc., etc. Et donc, certains pensent même que le virus d'aujourd'hui, c'est une forme de régulation naturelle de la planète pour se sauver. Elle a inventé ce virus qui remet un peu les pendules à l'heure, ou en tout cas qui recrée qui recrée des équilibres plus vivables. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, on peut penser qu'on a un tout petit peu plus de temps que ce qu'on avait prévu
pour lutter contre le réchauffement climatique. Si on arrive à baisser le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici la fin de ce siècle, alors qu'on était sûr qu'on dépassait les 2 degrés, peut-être qu'on aura gagné du temps pour trouver une nouvelle technologie, pour trouver des énergies vertes, pour trouver des énergies renouvelables qui permettent de faire marcher les avions. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de faire marcher un avion avec une éolienne, c'est quand même pas très commode. Donc, ça, c'est une deuxième raison d'espérer, non pas se réjouir que le monde ne produit plus parce que ça sauve la planète, et il n'irait certainement pas jusque-là, mais se réjouir que cette période d'arrêt de la mondialisation nous permet de gagner du temps et permettra aussi aux autres scientifiques, non pas les médecins, mais ceux qui s'occupent d'énergie, peut-être de coopérer et d'investir davantage, et peut-être même aux entreprises d'investir davantage parce qu'elles vont bien se rendre compte qu'on ne peut plus continuer comme avant et qu'il faut, après la pandémie, prévenir des catastrophes climatiques. Il y a un film extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas un très bon film, mais c'est un film catastrophe américain que j'adore, sur les catastrophes climatiques, qui s'appelle Le jour d'après. C'est une histoire d'un cyclone qui est grand comme l'hémisphère nord, donc qui ravage tout l'hémisphère nord d'un coup, et c'est un film absolument génial. Et donc voilà, je me dis que ça, c'est une bonne nouvelle si la crise du coronavirus pourrait inciter les entreprises, parce que c'est elles qui vont investir, pas les États, bien pas là-dessous, à investir non seulement dans la protection sanitaire des salariés, mais dans la protection sanitaire de la planète, en faisant des efforts d'invention technologique, ça pourrait être pas mal. Le troisième élément, alors là, je suis assez convaincue que puisqu'on est aujourd'hui dans une phase de démondialisation subie, on a tout arrêté, les aéroports, les ports, les avions, plus personne ne circule. Donc on est de facto dans une démondialisation que l'on subit complètement. On n'a jamais voulu, mais que l'on subit. Et finalement, on y arrive. On vit, on mange, on communique. Bon, il y a des gens qui peinent plus que d'autres, mais et donc, je me dis que si on arrive à sortir d'une démondialisation subie, si on arrive à comprendre que finalement la démondialisation est possible puisqu'on la vit, c'est possible, alors autant essayer de penser une démondialisation voulue, c'est-à-dire non pas le retour à l'âge de pierre ou au Moyen Âge, mais une réforme de la mondialisation, une forme de décroissance acceptée, mais voulue avec des règles collectives, des institutions peut-être collectives. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on arrive à démondialiser par la force des choses, eh bien on peut vouloir démondialiser par la force de la volonté et par des règles nouvelles. Donc ça me fait quand même espérer en l'avenir. Je trouve ça très intéressant parce que, effectivement, en faisant cela, on fait tomber un tabou, on fait tomber un fantasme. Tout le monde se dit c'est impossible, ce serait une catastrophe. Et là, puisqu'on est dedans, on se rend compte que c'est peut-être pas impossible et que ça peut ne pas être une catastrophe. Voilà. Merci infiniment, chère Nicole Niessotto, d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications que je recommande chaleureusement, dont par exemple Faut-il enterrer la défense européenne? Où va le monde avec Pascal Lamy? L'Europe indispensable. Et évidemment, je crois que vous travaillez sur la rédaction d'un nouvel ouvrage. Donc, je vous souhaite une très belle inspiration. C'était De l'intérieur avec Nicole Niessotto. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup.